Et le chef, il les observe. Les Afro-Brésiliens, ils ont les moyens, on a dit, ils ont la possibilité de venir s'installer au Bénin, d'investir. Ils ont la tête forte. Donc, si vous ne donnez pas la possibilité au chef aujourd'hui de vous faire confiance, il va faire appel à un Afro-Brésilien pour diriger le Bénin parce qu'il a la nationalité béninoise. Vous pensez que ça va passer? Ok. Si le s'entendent, Valentin, s'il refuse, je dis et je répète. C'est un réel plaisir de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans, devant vos smartphones, devant vos tablettes pour suivre cette émission Free Speech, émission sur laquelle la parole est tout à fait libre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux des élections de 2026. Que se passe-t-il au sein de la mouvance? Interrogation tout entière. Nous parlons aujourd'hui de la mouvance, mais je promets que la semaine prochaine, nous allons nous intéresser également à l'opposition, parce qu'on sait que de l'autre côté aussi, ce n'est pas la grande joie pour les élections de 2026. Que se passe-t-il donc au sein de la mouvance présidentielle au Bénin? Nous en parlons dans cette émission. Nous allons aborder donc la guéguerre entre parties de la mouvance. À quand la fin donc de cette guéguerre? Le chef d'orchestre regarde attentivement, mais il ne dit rien. Cela devrait amener donc les uns et les autres à se douter de quelque chose. Retour des afro-descendants, quel impact sur les élections de 2026? C'est aussi une interrogation qui taraude l'esprit de plus d'un Béninois. Levée de l'interdiction de l'exportation des produits vivriers. Ouf de soulagement pour les producteurs. Nous abordons également ce sujet dans ce numéro de votre émission Free Speech. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous Valentin, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire merci. Merci d'abord aux responsables de la société Porteo. Dans notre dernière émission, nous les avons égratignés. Donc nous avons eu droit à quelques explications comme quoi les conducteurs de bus sont formés. Et de camions sont formés. Nous avons suivi les vidéos, des séances de formation, de sensibilisation. Et je crois qu'il est sur chaque camion, il est marqué des numéros. Donc, il faudrait que la population désormais regarde ces numéros. Mais ils sont en train de demander actuellement un numéro vert qui sera mis sur tous les camions. Donc, s'il y a un chauffeur qui commet des bévues sur la voie, il suffit juste d'appeler le numéro ou de donner la plaque d'immatriculation pour que cela soit réglé. Donc, je tiens à dire merci à ceux-là qui, quand même, ont suivi l'émission, qui ont estimé que ce qui est dit n'est pas faux, mais qu'ils ont donné des explications et que parfois, vous avez beau sensibiliser les gens, il y a toujours des chauffeurs qui agissent selon leur comportement. Mais chaque fois, quand c'est dénoncé, c'est avéré, les intéressés sont sanctionnés. Donc, je tiens à leur dire merci et à dire merci aussi à tous ceux qui nous encouragent dans ce que nous faisons ici tous les jours. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, donc ceux qui suivent l'émission. Sur la même question, nous avons eu l'appel du ministre Jacques Ayadji qui promptement a réagi pour s'intéresser aux axes qui sont en difficulté, dont on a parlé dans cette émission. Landry Ouetton, l'habitué des grognes et des bourdes, bonjour. Pas des bourdes, bonjour, Valentin Diboucha. Désormais, il y a un petit coup de gueule à l'introduction. Oui, toujours. Je crois que c'est aussi cela, participer à l'édification de la nation. Absolument. Bonjour Alphonse Moïse Bourré, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur ce plateau. C'est avec joie que nous lisons souvent les commentaires après cette émission et ça nous fait chaud au cœur. Il y en a qui nous égratignent, bon, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. On n'est pas contre cela, pourvu que cela se fasse dans les règles de l'art, avec dans la courtoisie. Et donc, aujourd'hui, je reviens encore avec coup de gueule. Avant votre coup de gueule, votre maxime, même si je ne suis pas d'accord avec ce que même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Voilà, c'est aussi c'est cela, la République. Voilà. Et donc, ce matin, je reviens encore, toujours dans les bottes du ministre Jacques Ayadji. Oui, encore une fois. Et tout ce que nous faisons, je sais qu'il a un esprit de discernement et qu'il sait que c'est pour l'accompagner dans ce qu'il fait afin qu'il y ait de résultats probants. Et cette semaine ou la semaine dernière, j'ai vu un fait qui m'a irrité. Je dis irrité, et vraiment irrité. Et j'ai posé l'acte que moi, citoyen, journaliste, citoyen d'abord, journaliste après, je devrais poser.
vous vous souvenez, Moïse Alphonse Soulé, il y a quelques jours de cela, on était dans l'émoi. On était tous meurtris parce qu'on a appris qu'il y a un camion qui a tué Aïta Carrefour. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Un conteneur est tombé sur des gens. Il y a eu un mort et plusieurs blessés graves. Le mercredi dernier, entre 18h et 18h30, je dis les choses avec précision. Un camion branlant avec un conteneur de couleur rose, non, de couleur orange plutôt, pour faire plus précis. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de capter le numéro d'immatriculation de ce camion, mais je sais que c'est un camion béninois qui transportait un conteneur qui n'a pas été élingué. C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas le thème, c'est-à-dire qu'on utilise des barres de fer pour soutenir le conteneur avec le camion. Le chauffeur même qui était au volant, franchement, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Lui-même, il tremblotait sur son siège. Le conteneur était pratiquement de côté. Il a traversé toute la ville. Moi, je l'ai récupéré au niveau du carrefour Sika Toyota. Je l'ai suivi. J'ai dû le dépasser. Bon, j'ai pris l'autre axe. Puisque moi, je suis à moto, j'ai pris l'autre axe. Je suis venu l'attendre au niveau du carrefour Bénin-Marché. Je me suis rapproché d'un flic. J'ai dit, ben, vous avez appris qu'il y a un camion qui a tué la dernière fois. Il dit oui. Il dit, mais le camion que vous voyez là, qui est en train de venir là, le camion n'est pas élingué. Il dit, réelou. C'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est pas possible. Mais malheureusement, il n'a rien fait. Le camion est passé devant lui. Et il est parti. Et j'ai démarré. Je suis arrivé au niveau de l'échangeur de Godomé. Je me suis arrêté pour voir comment il allait passer l'échangeur. Mais apparemment, c'est un habitué. Ah oui, c'est un habitué qui transporte la mort. Parce que celui-là, il transportait la mort. J'ai eu peur. J'ai dit, mais heureusement, moi, j'ai dû bifurquer. J'ai pris par l'autre as pour continuer dans mon village là-bas. Et puis, il a continué vers Ita Carrefour. Je me dis, ben, je me suis arrêté un instant, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, fais en sorte que cela ne tue pas encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est encore au ministre Jacques Ayadi de prendre sa voiture et de rester sur tous les carrefours pour surveiller ces camions? Le camion, je suis sûr que ce camion a quitté le port. Il y a quand même un contrôle au port. Et là, vous posez plusieurs problèmes. Oui, plusieurs problèmes. Déjà, le problème de l'âge des camions. De l'âge des camions. Parce qu'il y a vraiment, quand vous allez en ville, hein, les camions. Et ça sortait de grosses fumées. Voilà, l'âge des camions, ils ont, certainement, si vous vérifiez la visite technique, tout est au point là. Alors qu'au fond, le camion. Il n'y a rien là. Le moteur est désuet pratiquement. Moi, je commence par être exacerbé par un certain nombre de comportements. Non seulement ce qu'il dit, on voit ça souvent. Mais je voudrais demander au commissaire de Dantokwa. Je voudrais demander au commissaire de Dantokwa. Carrefour, ancienne Sojima, jusqu'à signer Concorde. Mais que les Topa nous collent la paix. Ça, c'est encore un autre phénomène. C'est-à-dire qu'on s'arrête au beau milieu de la route. Parce qu'on a déchargé. Et quand vous voulez monter sur le pont, c'est encore plus dangereux. Oui. Et là, ils font carrément le chargement. Ils sont prêts à t'insulter rapidement. Merci, Landry. Et puis voilà les gens, vous leur faites la remarque, dis-moi clon, tout comme si eux, ils ont été clons. Oui, oui. Et ils vous insultent copieusement. Mais au carrefour, ce là, il y a quand même des policiers qui sont là. Et quand les Topa quittent le marché, la façon dont ils tournent, c'est pas là. C'est comme si tous ceux qui sont là n'ont aucune valeur. Je voudrais que le commissaire insulte ses agents pour que cet embouteillage que les Topa organisent au niveau du pont, que ça soit réglé. Mais là aussi, est-ce que les syndicats n'ont pas un rôle à jouer? Au-delà des policiers. Mais les syndicats ont pour rôle de collecter les fonds. Mais la sécurité des... Mais est-ce que les syndicats, parce qu'en temps normal, le chargement hors PAC est interdit. Interdit. Et donc, les syndicats, normalement, avant, à ma connaissance, hein, au temps des Quenom, ce sont les syndicats qui s'occupaient de ce dossier-là. Quand le syndicat vous prend en train de charger au PAC, c'est tout un problème. C'est pire que la police. Maintenant, les gens s'arrêtent au beau milieu, sur le pont, pour faire des chargements. Et pas infraction. Hein. Parce que quand le veut pas, moi j'ai vu des policiers plusieurs fois les interpeller à ce niveau-là. Mais les chauffeurs de ces bus sont têtus. Ah, vous les prenez comment? Et quand je reviens... des jeunes qui peut-être n'ont pas le permis et qui peut-être sont sous l'emprise des stupéfiants, du tramol. Et puis, lorsqu'ils voient les gens, je ne sais pas s'ils ont de l'hallucination, ils ne voient pas. Vous avez totalement... Et ce n'est pas seulement sur cet axe. Lorsque vous prenez même l'axe Godomé-Kokotomé,
Si vous voyez ce qu'il conduit sur la voie... Bon, de toute façon, sur tous les axes, hein, là, parce que au-delà de la mission républicaine de l'État, nous-mêmes citoyens, nous devons être corrects. Ah, oui. Parce que quand vous voyez ces jeunes-là au volant, qui vous insultent, et parfois même, comme on excuse, les gens peuvent témoigner, il y a d'autres qui ne se lavent pas. Ceux qui empruntent ce bus-là, ils se plaignent, et parfois ils filent, quand les clients réclament, ils disent, mais va doucement, on n'est pas pressé. C'est encore d'autres insultes. Donc je crois que les syndicats de ces chauffeurs-là doivent se réunir. Ce n'est pas seulement l'argent. Même les propriétaires. La vie humaine, elle est très importante. Parce que quand vous filez comme ça sur la voie, il suffit juste d'une petite crevaison et puis vous allez dans le décor. Vous allez dans le décor. Donc je voudrais que d'abord les propriétaires des véhicules parlent à leurs chauffeurs. Parce qu'ils pensent que, bon, ils peuvent vous écraser et passer. Ça s'est passé où il y a eu un accident. Le conducteur a fui et a abandonné le taxi. La plupart du temps, c'est des gens sans moyens. Ouais. Oui. Non, mais l'autre chose, j'aurais appris. Je mets ça au conditionnel parce que je n'ai pas fait des enquêtes par rapport à ça. Mais j'aurais appris que la plupart des propriétaires de cette Topa, c'est encore des gens qui sont des corps habillés. Nos amis Zébrou répètent ça souvent. Oui, on dit que la plupart de ceux qui ont le Topa, c'est des policiers. Peu importe la nature du propriétaire, voilà. L'essentiel, c'est que le chauffeur soit conscient du travail qu'il fait. Et qu'il fasse convenablement son travail et se dit que ce que je conduise là, c'est des personnes. Je ne peux pas transformer leur vie en vie de poulet. Oui, mais soutenez-moi dans ma grogne par rapport à ces camions parce que, écoutez, vous pouvez être même dans votre véhicule, bien sûr, garé dans un feu, parce que autant que nous sommes tous ici, nous sommes des citoyens et trucs là, sérieux. Moi, je ne brûle pas le feu, je n'aime pas parce que, dire pardon chef, là, je n'aime pas ça. Donc, je me gare. C'est-à-dire, ceux qui ont subi cela, c'est des gens qui étaient dans le feu. Absolument. Ils attendaient que le feu soit sauvé. Vous avez notre soutien parce que ces camions-là sortent du port. Il faut que d'abord au niveau du port, toute la ville. Quand vous ne remplissez pas les conditions, parce que parfois le châssis n'est pas en forme, on ne doit plus permettre à ces camions-là de charger les conteneurs. Ils ne doivent même pas sortir du port. Je vous jure, si je pouvais prendre... Ils ne doivent même pas entrer dans le port. Si on aurait projeté de l'image, là, vous allez voir. Le camion était pratiquement sur une route, il était pratiquement de côté. On en voit suffisance. Il roulait. Et lui-même, il avait de la difficulté. Tu sens qu'il sursautait comme ça au volant. Je pense que cela pose un problème et il va falloir que les autorités à divers niveaux prennent des décisions qui s'imposent. Normalement, à partir d'un certain âge, il faut déclasser les camions et puis les envoyer à la poubelle. Il y a les grands rotors qui sont là, les acheteurs de fer. Ils peuvent donc s'en occuper correctement parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fer qui nous encombre dans nos rues. On les félicite pour ce travail, même si de ce côté-là, il y a des impacts sur nos infrastructures. Les infrastructures. Mais je pense que tout ça, ça participe de la construction de la cité. Il faut nous épargner ces camions qui, ma foi, transportent la mort. Le conducteur lui-même n'est pas en sécurité. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur donne, mais ils n'ont pas d'autre solution. À ce qui paraît, ils sont obligés de prendre la route dans cet état. Mais il s'agit des vies humaines et que donc si on a beau construire de belles routes et qu'on a mis toute l'infrastructure nécessaire, tous les soins nécessaires et que les véhicules qui vont circuler sur ces camions ne sont pas des véhicules de bonne facture, on ne serait pas tiré d'affaire. Je pense que cette bourde a été suffisamment entendue et que les autorités à divers niveaux prendront les mesures nécessaires pour que déjà ces camions n'entrent pas au port, que les camions qui transportent les conteneurs soient élingués. Ça, c'est un combat qu'on a eu à faire il y a une dizaine d'années. Et que donc aujourd'hui, on soit encore en train de parler d'élingage, on aurait reculé quelque part. Les autorités en charge des transports, je sais que le ministre Donato, il agit plus qu'il ne parle et qu'il a entendu donc cette bourde et qu'il va l'intégrer dans sa feuille de route pour nous épargner donc des accidents alors qu'on aurait de très belles voies, des voies de qualité et donc les autorités ont entendu cette bourde-là. On va rentrer dans le vif du sujet. La guéguerre continue au sein des partis de la mouvance. Qu'est-ce qui se passe au sein de ces partis? Entre-temps, la semaine dernière, c'est Jacques Ayadji, président de Moël Bénin, qui était monté au créneau. On a entendu à suffisance Bertin Corvi, qui aujourd'hui pense qu'entre le BR et l'Union progressiste, ce n'est pas la lune de miel, alors qu'ils ont des accords qui les lient. Moïse Soudé, lorsque vous entendez un peu ces remous, et Bertin Corvi est allé jusqu'à dire notre premier adversaire au BR, ce n'est pas les démocrates, c'est plutôt
l'UPR. Moïse Soudé. Oui, et je crois que quand vous observez ce qui se passe, c'est la guerre des ambitions. L'Union progressiste a toujours dit qu'il est le plus grand parti du Bénin. Et par conséquent, le BR vient après lui. Selon les indiscrétions, le chef de l'État leur aurait demandé d'aller s'entendre pour lui proposer qu'on appelle des candidats. Et selon mes sources, c'est que le président devait provenir de l'UPR et le vice-président devait provenir du BR. Mais malheureusement, le chef a la certitude, ça ne nous trompons pas, le chef a la certitude qu'ils ne s'entendront pas. Non, mais est-ce que ça ne fausse pas quand vous rentrez dans l'UPR, il y a des têtes fortes. La cacophonie des ambitions. Tout le monde a envie de succéder à Patrice Talon. Tout le monde a envie de succéder à Patrice. Et personne ne veut se sacrifier pour les intérêts du parti. Est-ce que tout le monde a la capacité de le faire? Voilà la réalité. C'est pourquoi quand nous disions sur ce plateau qu'il faut mettre en place un mécanisme de sélection des personnes capables d'être candidatables, les gens ne nous comprennent pas. Vous voulez parler des primaires? Des primaires. J'ai toujours parlé de primaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Si c'est le seul mécanisme qu'on peut mettre en place pour choisir. Parce que imposer un candidat, ça va poser un problème. Vous voyez déjà, quand on a dit « allez vous entendre », c'est compliqué. C'est compliqué. Et je dis même, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé à Parakou, parce que nos institutions ont dit que Sam Adambi nourrissait des ambitions pour la présidentielle. Donc, par conséquent, il faut déjà... Ça fait partie de la guerre. Vous ne pouvez pas être les fils d'un même père et que votre père vous demande, allez vous entendre, proposez-moi 2 enfants, un sera président, l'autre sera vice-président, et voilà, la guerre commence. Ça veut dire que les gens n'ont pas adhéré à ces partis-là à partir de leur base, à partir de leur conviction politique. Ils se sont retrouvés parce que le chef a demandé, tous ceux qui soutiennent mes actions, il faut qu'ils se retrouvent dans les blocs. Donc, chacun a voulu sauvegarder sa parcelle de pouvoir. Ils se sont retrouvés maintenant que le chef veut partir et qu'il veut transmettre le pouvoir. La guerre a commencé. Et à cette allure-là, je vais répéter ce que je dis, en déplaisant certaines personnes. À cette allure-là, la prophétie du chef de l'État va se réaliser. Qu'est-ce qui m'empêcherait de soutenir le même candidat en 2026 avec le président Boni Yaye? Parce que si dans son sein, il n'arrive pas à trouver un duo capable de lui succéder, il ira chercher ailleurs. Voilà, il ira chercher ailleurs. Landry Breton, est-ce que c'est normal que 2 partis, parce que chaque parti a pour ambition la conquête du pouvoir, ça fait partie quand même des leitmotifs de la mise en place d'un parti politique. Est-ce que c'est normal que 2 partis, fut-il des partis qui soutiennent la mouvance, on leur demande de désigner chacun, ou bien un vice-président, l'autre, un président, l'autre le vice-président? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ben, cela pourrait paraître anormal, mais je crois que lorsqu'on rentre dans le fond du sujet, il y a matière à réflexion. Je me suis posé quelques questions ces derniers jours par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays, tout ce que nous observons, la cacophonie, le chaos, le désordre qui s'observe au niveau de ces entités. Il n'y a pas encore mais c'est le chaos. Quand ce n'est pas le chaos, deux frères... Non, on ne peut pas l'appeler chaos, deux frères parce que les formations existent encore. Les 2 frères de la même famille ne peuvent pas se dire tout ce qu'on a entendu dire à Parakou et l'autre frère qui a assigné son frère en justice, ça c'est déjà le chaos. Excusez-moi de le dire, c'est déjà le chaos. Parce que ça, c'est votre compréhension de la chose. Non, bon, moi je le dis comme ça. Parce que quand on en arrive... Parce que les partis sont encore quand même debout. Lorsqu'on se retrouve devant une juridiction et que le droit doit être dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit être lésé. Et pourtant, nous sommes de la même famille. Lorsqu'on se retrouve à balancer des propos sur son frère de la même famille, je parle du dossier Akpona qui continue de faire couler d'encre de salive, je dis c'est déjà ça le chaos. Le chaos, ce n'est pas quand il y a mort d'homme. Selon moi, ce n'est pas forcément quand il y a mort d'homme. Mais je me suis posé un certain nombre de questions. Je me suis dit, mais cette façon d'agir ou de vouloir faire les choses par le chef de l'État, est-ce que ce n'est pas cela d'abord qui pose problème? Je ne sais pas. Lorsque le père de famille, il a tenu plutôt la famille jusqu'à à ce moment-là, c'est lui qui choisit. C'est le fait de famille. Vous rejoignez Bernard Degla? Non, c'est lui qui choisit. C'est lui qui ne laisse pas, quand il sait, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé, que cela pourrait arriver
ce qui arrive aujourd'hui et qui ne voudrait pas que sa famille s'entre-déchire, il aurait pu dire, ben écoutez, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de les mettre devant le fait accompli? Mais il l'a toujours fait, oui ou non? Est-ce que ce n'est pas une façon de les mettre devant leurs responsabilités? Devant leurs responsabilités, et c'est cela qui m'amène à la deuxième question. Ne sommes-nous pas déjà en train de vivre le syndrome de fin de mandat quand on sait que le chef de l'État a fini, constitutionnellement, il a fini ses 2 mandats et qu'il va partir? Chacun commence par s'imaginer, c'est moi qui vais prendre le trône du patron, c'est moi qui vais, c'est moi. Et donc, il y a le syndrome de fin de mandat aussi qui agit. Mais la question essentielle pour moi, pourquoi le chef de l'État ne peut-il pas? C'est lui, en m'accrochant à ce que Alphonse a dit la dernière fois, c'est lui qui est le géniteur. C'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, ok. Bon, pourquoi ne peut-il pas donner la vraie bonne note? Vous qui êtes musicien sur ce plateau, vous savez de quoi? Pour donner le ton de la musique. Mais là, c'est une fausse note selon moi, c'est une fausse note. Quand on sait qu'en donnant cette note-là, la musique sera décadencée, on n'avance pas, on règle le problème. Et donc pour moi, ça... Maintenant, la troisième question, puisque ça fait 2 questions, pourquoi le chef de l'État n'a-t-il pas décidé de régler le problème lui-même alors qu'il a encore, il tient encore les rênes de ces partis-là, pourquoi ne peut-il pas régler le problème? La deuxième question, ne sommes-nous pas déjà en train de vivre le syndrome de fin de mandat? Troisième question, les primaires qui ont été agitées avec des batteries de communication, où en sommes-nous aujourd'hui avec ces primaires-là? Parce qu'on a toujours dit sur ce plateau, lorsqu'on décide d'aller aux primaires et que tu es battu à la régulière, mais tu ne cherches pas à raser le mur pour aller commettre des impairs après. Et s'il y avait réellement, s'il y avait de la rigueur, j'y arrive, au sein de ce parti et que nous n'avons pas été toujours nous n'avons pas été avec la loi de l'omerta, c'est-à-dire le silence plat au sein des partis, avec des rancœurs que les gens ont ruminé tout le temps et aujourd'hui on se dit, ben écoutez, j'entends des gens se le dire, nous sommes restés tranquilles tout le temps, pendant 10 ans, on n'a jamais été positionné, on n'a jamais rien eu, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ça. Maintenant que nous sommes au début d'un autre cycle, il va falloir que nous-mêmes on s'impose. C'est dans ça là. Alors que si entre-temps, il y a eu des débats francs au sein de ces partis et que les gens ont exposé leur point de vue et qu'ils ont été battus sur leur argumentaire, les gens vont se caser, les gens vont respecter le principe, la discipline. Voilà, en fait, je trouve le mot, la discipline de groupe. Oui, mais c'est une discipline de façade. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe au sein de ces partis. On se demande s'il y avait réellement eu une discipline. Sinon, on ne peut pas déchoir un chef d'arrondissement à Calavi, à Glodjigbe, dans les conditions que vous savez, je ne vais pas rappeler cette histoire, ce feuilleton ici, il a démissionné avec des chefs de village, où est-ce qu'il est en train de poser sa valise? Forcément que ce sera au BR et peut-être chez les démocrates, s'il y avait une discipline de groupe. Et que ce chef d'arrondissement, c'est qu'il a commis des impairs. Je ne le dis pas, hein, je ne suis pas d'une juridiction pour le dire, on a entendu des choses se dire. S'il a été conscient qu'il a commis des impairs et qu'il a été enlevé de son poste, il allait se remettre dans les rangs calmement et continuer. Donc je crois que le mal est plus profond et le ver dans le fruit au sein de ces partis politiques-là. Et là où nous allons, on est qu'au début, on n'a même pas encore enclenché le processus, que déjà on voit tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il y a comme truc là, antagonisme au sein de ces partis politiques, achoppement. On se demande bien à quelle sauce ces partis seront mangés à l'aune des élections de 2026. Voilà, c'est de bonne guerre. Hein? Est-ce que ce n'est pas un fruit de la maturité de la démocratie béninoise? Est-ce que ce n'est pas le résultat, n'est-ce pas, de la maturité de ce système qui est mis en place? Non, ce n'est pas la maturité. Je ne sais pas si... Ou c'est une crise de croissance? Non, ce n'est pas une crise de croissance. Ils ne vont pas grandir. Un enfant qui a Ils ne veulent pas grandir. Je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous donner une réflexion qui va étonner tous les Béninois. Depuis quand on a commencé par demander aux Afro-Brésiliens de venir chercher la nationalité au Bénin? Je voudrais que les hommes politiques me suivent attentivement. Et combien de fois le chef de l'État béninois est allé au Brésil? Tout récemment encore. S'il ne savent pas faire, un Afro-Brésilien naturalisé béninois depuis plus d'1 an va les diriger. Ils n'ont qu'à aller écrire ça. Attention,
Bon. Parce que le chef vous donne la possibilité. Non, je voudrais le chef, je voudrais pas que vous reconnaissez cette partie-là. Je dis que les gens comprennent il faut que les hommes politiques de la mouvance oui. aillent se demander depuis quelle année on a commencé par faire appel aux Afro-Brésiliens pour venir chercher la nationalité. Ça, c'est vos descendants, surtout brésiliens. Très bien. Voilà. Le chef de l'État a effectué combien de voyages sur le Brésil? Vous pensez que... Tout récemment. Et le chef de l'État demande à ses ouailles de s'entendre pour proposer. Et il sait qu'ils ne vont pas s'entendre. Parce que quand vous prenez l'UPR, oui. il y a le camp de Agbenoshi qui ne parle pas. Jusque-là. Il y a le camp de Wadahi qui ne parle pas. Il y a le camp de Jogbeni qui entend s'être agité, mais qui s'est calmé. Il y a d'autres camps. Il y a le camp du professeur Victor Tokpanou. Oui. Et voilà, il y a 4 camps. Vont-ils pouvoir s'entendre pour dégager un seul élément pour les représenter au niveau du BR? Non, restons d'abord dans le schéma de l'IPR. Si éventuellement, on leur permettait de désigner le duo au sein de l'UPR, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée au moins des gens qui sont capables de sortir comme Écoutez, certains vous diront que naturellement le président du parti, le professeur Djogbenou, pour qui j'ai du respect, doit être candidat naturel. Quelqu'un vous dira, celui qui maîtrise le montage financier, celui qui maîtrise la gestion financière de l'État, s'appelle le ministre Ouadani. Donc, il est à même de... Encore que depuis qu'on a créé cette république, le pouvoir n'est pas encore allé dans son mono ou bien dans son couffon. Donc les gens vont développer leur argumentaire. Mais dans la désignation de celui-là, ils ne vont pas s'entendre. Le parti va s'effriter. Le parti va s'effriter parce que derrière chaque candidatable, il y a un monde. Et le chef, il les observe. Les Afro-Brésiliens, ils ont les moyens, on a dit, ils ont la possibilité de venir s'installer au Bénin, d'investir. Ils ont la tête forte. Donc si vous ne donnez pas la possibilité au chef aujourd'hui de vous faire confiance, il va faire appel à un Afro-Brésilien pour diriger le Bénin parce qu'il a la nationalité béninoise. Vous pensez que ça va passer? Ok. S'ils ne s'entendent pas, Valentin, s'ils refusent, je dis et je répète, les gens peuvent m'insulter à la presse, s'ils ne s'entendent pas, c'est ce qui va nous arriver. C'est ce qui va... Parce que mais ça, ce serait juste le candidat. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Les gens, ouais, l'histoire est en train de nous donner raison. Je vais parler de l'article 40 du Code électoral. Qu'est-ce que ça dit? On dépose d'abord les dossiers pour la présidentielle, après législative. Si un homme politique s'oppose au duo du président, il ne sera pas positionné sur la liste des législatives des municipales. C'est aussi clair que ça. J'ai démontré ça, les gens ne comprennent pas. Alors, on va au BR. Parce qu'on va au BR. La guerre a commencé. Il y a aujourd'hui forcément le camp de ABT qui ne parle pas encore. Parce que lui, il est fort clos. Mais derrière ABT, il y a des gens. Vous avez la tendance Badamassi. Qui est déjà... peut être candidat pour les élections présidentielles. Mais il a dit... mais il a son clan. Il a son clan. Ouais. Il y a le côté Samadambi. Il y a aussi le grand Bertin Corvi qui aussi... Qui nourrit des ambitions. J'ai l'admiration au ces derniers temps. Parce que je vous juge, je vous comprends. Il y a dans chaque camp des ambitions. Parce que les gens ont dit, depuis 2016, nous avons travaillé pour le chef. Nous avons milité pour le chef. Maintenant, il nous revient de gérer le pouvoir. Mais est-ce que ça ne se dit pas avec le chef lui-même? Mais le chef... Est-ce qu'on ne peut pas aller le dire avec le chef? Certains sont en train de vouloir reprocher au chef qu'il ne doit pas. Donc moi, pour dire le chef ne doit pas leur imposer un candidat. Le chef leur donne la possibilité de lui faire des propositions. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on vous demande, allez vous entendre, proposez-moi des choses. Mais dès qu'on a sorti cette phrase-là, voilà, ça a commencé par faire bang bang. Donc je dis et je répète, messieurs les membres de la mouvance, allez vous entendre. Est-ce que vous pensez que parce que nos frères afro-brésiliens, ils sont intelligents, ils ont les moyens, ils ont la science. Ah non, les Béninois ne sont pas intelligents? Les Béninois aussi sont intelligents. Mais nous sommes en politique. Le chef de l'État veut qu'il va lui garantir la continuité. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la réforme du système partisan? Ah bon? En 2021, le chef de l'État était de quel parti politique? Dites-moi. Il était de quel parti? C'est vrai qu'il a été proposé. Par le BR? Non, non, c'est ça que je refuse de dire. Le premier parti qui a proposé Patrice Talon comme candidat s'appelle Mouel Bénin. Allez visualiser. C'est le parti de Jacques Ayadji qui a été le premier parti à proposer Patrice Talon comme candidat, avant que le BR ne vienne après. Oui, mais au-delà de la proposition, pourquoi il n'est pas allé avec... Pourquoi il n'est pas allé avec le... Mais c'est toute la mouvance qu'il a portée. Pourquoi il n'est pas allé avec Mouel Bénin? Mais je crois de la pertinence dans ce que... Il y avait que il fallait
le parrainage. Moël Bénin ne pouvait pas pas de parrainage. Mais Moël Bénin a été le premier parti à avoir dit nous suscitons la candidature de Patrice Talon pour un second mandat. Sans parrainage. Mais, tout en sachant qu'il y a le parrainage dont il ne dispose pas. Il ne dispose pas, mais il sait que le chef de l'État va trouver le parrainage. C'est un effet de communication. Mais oui. Puisque vous n'avez pas de parrainage. La question que tu poses à Moïse, pour moi, est un épiphénomène. Et quel parti va le porter? Ça, pour ça ne devrait pas être un problème. On vous dira en son temps de quel parti celui-là qui aurait été choisi provient. Et le problème serait réglé. Mais je crois que le gros problème, c'est de ne pas s'entendre. Et que le chef soit obligé de leur imposer un candidat et qu'il décide de boycotter cette candidature. La représailles sera terrible. Mais l'aspect que je ne comprends pas, et ça je pense que plus d'un Bénin ne comprend pas, l'aspect du parti politique qui est en conquête du pouvoir. Un parti politique va à la conquête du pouvoir. C'est l'aspiration majeure d'un parti politique. Alors, comment se fait-il qu'on peut demander à deux partis, l'un de proposer le président et l'autre le vice-président? Pourquoi on ne leur demande pas de proposer ensemble? Vous connaissez l'histoire du troisième larron. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous êtes de la même écurie, et que vous ne vous entendez pas, il y a un cheval qui va sortir de n'importe où pour venir vous prendre, pour être champion. Le gibier. Le gibier. Donc moi je dis, ce que Moïse vient de dire, je crois que, excusez-moi de le dire comme ça, il y a des partis qui ont des consultants politiques qui peut-être ne leur disent pas la vérité. Est-ce qu'ils ont de vrais consultants? Non, je crois qu'ils doivent s'attacher les services d'Alphonse Moussoudé pour le job, parce que ce n'est pas venir dire seulement à ceux qui veulent entendre des belles paroles, ceux qui veulent entendre. Non, ça c'est une vérité. Je l'ai aussi entendu dans une oreille distraite. J'ai entendu des gens le dire. Nous ne savons pas, parmi ceux qui travaillent au sein de la République, qu'on ne voit pas, les hommes de l'ombre, il y a des Afro-Brésiliens qui occupent des postes de responsabilité stratégiques. Non, et ça ne devrait même pas être et je dis, aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Quand le père vous demande, allez vous entendre, ça se passe, je ramène ça au niveau de famille. C'est quand dans l'association, on vous dit, entendez-vous, et vous ne désignez pas, un cousin va sortir de quelque part, il va venir vous pour être administrateur des biens de votre père. De toute façon, aujourd'hui, il sera difficile de caser quelqu'un quelque part, parce que je peux être afro-brésilien, mais ma maman peut être béninoise. En tout cas, il peut y avoir des liens de parenté quelque part. Je ne dénie pas les liens de parenté, mais je suis en train de leur dire, si vous ne vous entendez pas, vous auriez fait la lutte politique pendant 10 ans. Il peut aussi venir du Brésil comme il peut venir de l'Hexagone. Il peut venir de n'importe où. Quel pays. Voilà. Il y en a des Béninois qui sont bien tapis, bien nantis. On aura un candidat venu de la diaspora. Voilà. Parce qu'au niveau, au sein de la mouvance, les gens n'ont pas pu s'entendre. Autre chose, rien n'empêche le chef de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de schémas qui se dessinent. Moi, je vois la génération à Ivor qui évolue tranquillement. Et qui a commencé par prendre du poil de la bête. Mais, ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Notre patriarche, c'est Foufagon, a quitté la prison pour le Parlement. Oui. Que les Béninois n'oublient pas ça. Fagon a quitté la prison pour le Parlement. Le président de la Mauritanie, je pense aussi. Et rien n'empêche le professeur Joël Aïvo de quitter la prison, la prison pour le palais, si vous ne vous entendez pas. Parce que le chef a besoin d'un homme de confiance pour perpétuer ses actions. Et si déjà vous vous battez, ça veut dire que vous ne pouvez pas assurer convenablement sa succession. C'est vrai que ces derniers temps, lorsque vous regardez sur la toile, la génération Aïvo fait beaucoup d'actions sur le terrain. Beaucoup de mots du professeur qu'on est allé piquer lors de sa campagne de 2000. Mais c'est ça, les gens ne lisent pas ce qui se passe autour d'eux. Ça doit pouvoir remonter les poils aux hommes politiques. Oui, et aussi que j'ai constaté ces derniers jours que... Autrement dit, le duo présidentiel peut venir de la prison? Ça, c'est aussi possible. Le président peut venir de la prison. Parce que, et le vice-président peut être un Béninois de la diaspora. Je suis plus clair. On peut prendre Kiamadougou, approche régionale, ça marche. Oui. Joël Aïvo, il est de Porto-Nouveau, Kiamadougou de Parakou. C'est tout, et les autres sont les enfants de la République. Et quand en octobre, Monsieur le Président Patrice Talon, vous êtes très intelligent. Merci. Dieu vous a inspiré à sortir ce code-là. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas toucher à ça. L'article 40 a fixé le délai de dépôt des dossiers. Et on a mis la présidentielle en premier. En premier, oui. Donc, 6 mois avant. Si tu refuses de donner ton parrainage
si tu t'opposes à Mont ou à Médio, je t'attends pour le mois de novembre pour déposer la liste des législatives. Vous savez que, récemment, en 2023, c'est seulement à la Sénat que les gens découvraient la liste et ça va leur arriver. Est-ce que vous ne voyez pas un schéma dans lequel la plupart des députés qui sont là aujourd'hui, Landry Weton, ne vont pas se retrouver au Parlement? Oui. C'est une évidence parce que, et c'est même ça, je l'ai toujours dit ici, c'est ça qui, au fait, les chagrine un peu. C'est ça qui a plombé le jeu? Oui, c'est ça, certainement, parce qu'ils se disent, si on peut rester inactif et que le code là nous amène à rester autant de temps à l'hémicycle, allons-y. Pourquoi on devrait être obligé de retoucher à un code qui va nous évincer? Mais tel que les choses se désignent, il n'y aura pas un jour de plus? Non, à cette allure, il n'y aura pas un jour de plus parce que on a demandé à l'autre et on dit à son temps, ils vont aviser. Mais je crois qu'ils ne commettront pas cette erreur de reprendre une deuxième fois ces élections au niveau de l'hémicycle. Les 109 députés, donc je laisse les bénéfices les députés de la mouvance, aucun d'eux ne peut taper la poitrine. Qu'il est sûr. Que lui est sûr de se retrouver sur les listes des législatives prochaines. Aucun d'eux. Mais en fait, là, ça me pose un problème parce que là, en 2016, hein, lorsque Patrice... Mais on sait comment certains ont été parachutés sur les listes pour être députés aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune évidence pour eux de revenir en 2026 si le chef dit qu'il n'a pas été efficace. Parce que le problème, c'est quoi? Le chef, avant de partir, va renouveler la classe politique à plus de 95%. Mais là, maintenant... Les vieux briscards vont se reposer. Alors, quel est le rôle des partis politiques? Quoi leur rôle? Non. Sur quelle base les gens ont intégré ces partis politiques? Moïse Soudé. Est-ce que c'est une affaire de conviction ou bien c'est une affaire de je suis DG, je suis ministre, je veux conserver mes responsabilités, donc je suis obligé d'aller là-bas pour détenir le cadre du parti? On reste avec vous parce que vous l'avez déjà abordé. Quelle est l'idée de cette facilitation du retour des afro-descendants? Quelle est l'idée derrière? Laissons les affaires de présidentielles. Non, l'idée derrière la tête, il faut voir d'abord. Est-ce que c'est pour faciliter les affaires? Il faut voir d'abord la loi sur les collaborateurs extérieurs. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas les compétences chez nous, on peut aller les chercher ailleurs. Mais entre le Brésil et le Bénin, il y a une histoire. Il y a une histoire. Ce sont nos parents qui ont été déportés au cours de l'esclavage. La même histoire existe au Togo et au Ghana. Donc, pourquoi le Bénin? Ceux qui ont les moyens et qui ont envie de revenir sur la terre de leur pays, on les ramène. Ils vont rester où? Non, ils peuvent acheter des parcelles, ils peuvent construire parce qu'ils seront naturalisés béninois. Ceux qui ont les moyens peuvent venir investir. Il y a des terres, ils vont acheter des parcelles, ils vont s'installer, ils vont vivre au Bénin. Donc désormais, ils sont considérés comme des Béninois. Des Béninois et ils ont entièrement à part. Leur science, leur pécule, tout ce qu'ils ont pour aider le Bénin à se développer, ils vont le faire. Donc c'est tout à l'avantage. Il y a aussi des pauvres qui vont rentrer. Ben oui, peut-être ils viendront le vivre au Bénin. Ils viendront à l'oudir. Donc ils viendront à l'oudir. C'est tout qu'on fait. Ils vont grossir la population. Ils vont peut-être mettre au service du Bénin les sciences et les technologies. D'autres vont mettre au service du Bénin les moyens financiers dont ils disposent. Ils peuvent créer des entreprises et recruter de la main-d'œuvre. Comme ils peuvent venir aussi avec des spécialistes. Donc, tout comme fait, nous allons y gagner. Nous allons y gagner. Landry Weton, oui. Sur la même question? Non, sur la même question, je crois que c'est enrageant ce que Moïse a dit. Il faut quand même reconnaître que le Brésil a une longueur d'avance. Hein. A une longueur d'avance et c'est un pays en voie de développement. Et puis là, récemment, on a envoyé nos enfants pour aller apprendre un peu le football. Le football, mais ils ont des industries de véhicules. La marque Tata, par exemple, ça vient du Brésil. Et donc, comme il a dit, c'est des gens qui vont... Et on ne va pas voir que l'aspect politique, négatif ou politique de cette collaboration-là, mais la compétence va venir, l'aspect économique, et donc c'est tout à fait normal. Mais je dis souvent quelque chose et je voudrais que ceux qui connaissent l'histoire nous disent, nos frères qui sont partis au Brésil n'ont pas été des esclaves déportés. Ça, je le dis. Et je conteste cette histoire qui nous le dit, parce qu'en son temps, le Brésil n'avait rien, il n'avait que la canne à sucre en son temps. Pendant qu'on était en train de faire de l'esclavage, c'est dans un glissement de terre que cette partie du Brésil qui était collé au golfe de Guinée s'est détaché pour qu'on se retrouve le village des Béninois aujourd'hui au Brésil. C'est où? C'est la Bahia Cabana. C'est Bahia Cabana. C'est une partie du golfe de Guinée qui s'est détachée. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on a eu la 4 mai
avant la scission des continents. Bref, ça c'est une autre histoire, mais c'est pour dire, aujourd'hui nous avions, parce que ceux-là qui ont été déportés en griffe, comme on nous le dit, c'est des gens qui n'ont pas tourné autour de l'arbre pour perdre la mémoire, et pourtant ils continuent de parler au Yoruba, ils font le Tchango là-bas, ils font tout ce que les Béninois font aujourd'hui. Oui, mais comme aussi les esclaves qui ont été déportés sont partis avec une partie de leur culture. Mais c'est ce que je dis, mais lorsque vous êtes déporté, c'est que vous perdez la mémoire, vous ne vous souvenez de plus de rien du tout. Ah non, ça oui, c'est ce qu'on a dit. Ah ouais, ben voilà. Mais il y a des esclaves qui sont partis avec le sac de gris-gris. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour dire, moi je ne suis pas contre cela. Je ne suis pas contre cela. Et si le chef de l'État l'a dit, aux premières heures de sa gouvernance, il a dit, même si la compétence se retrouve dans l'opposition, j'irai la chercher. Si sa compétence se retrouve n'importe où, j'irai la chercher. Et il a appuyé avec quelque chose que je ne voudrais pas rappeler ici parce que ce n'est pas bien entendre ce désert de compétences et tout. Bref, c'est pour dire... rappeler quand même. Bon, bref, c'est pour dire, ceux-là qui viennent, s'il y en a dedans, le cas, excusez-moi, le cas Lionel Zissou, et si les suffrages avaient été favorables, il aurait été président de la République alors qu'il a la nationalité française. Mais ce qu'on n'a pas aimé chez Lionel Zissou, c'est que dès qu'il a échoué aux élections, il est reparti. Et il est revenu après, il fait son mea culpa. Il a entraîné le système comme il pouvait le faire. Il a aidé la gouvernance. Mais moi, à sa place, j'aurais pu impacter les Béninois en créant des entreprises ici pour... ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Lionel Zissou, on s'est vu à Lomé lors de... Mais il est régulier au Bénin maintenant. Oui, il vient régulièrement. Il a appuyé comme il le peut. Mais ce qu'il y a sur Lionel Zissou est folklore. Oui, il est folklore parce qu'il y a l'âge, la question d'âge. On ne va pas épiloguer sur son cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas les possibilités? Non, comme lui, il y a quelqu'un qui peut venir de l'extérieur pour être président. Mais est-ce que ce n'est pas... Sur la question, est-ce que c'est normal qu'il y ait de limitation d'âge normalement pour les présidentielles? Ah non, nous n'en avons pas chez le voisin. Non, mais attendez, écoutez, parce que là, lorsqu'on prend les États-Unis, par exemple, lorsqu'on prend Donald Trump, il a quel âge? Écoutez, est-ce que la limitation... La démocratie américaine qui est aujourd'hui... Macron à quel âge? Macron, c'est un genou. Alors, est-ce que la question de limitation d'âge aussi n'est pas un problème? C'est vrai que la période ne s'y prête pas. On ne va pas ouvrir les vannes. On va pas ouvrir les vannes. Valentin Adjiboucha, les gens ont eu la possibilité de toucher 2 fois à la constitution de notre pays. Et ne pas lever la limitation d'âge. Ce n'était pas leur priorité. Ce n'était pas leur priorité. Ils ont eu la possibilité 2 fois de toucher à la Constitution. Ce n'était pas leur priorité. Ils nous ont promis que le président de la République de demain sera élu par ses pairs. Ils ont eu la possibilité de toucher à la Constitution 2 fois. Ça n'a pas été pris en compte. Donc, ce n'est pas dans leur priorité. Mais je dis une chose. Les Béninois de la diaspora qui veulent investir chez nous, qui veulent nous apporter leur science, qui veulent nous apporter leur technologie, ils sont les bienvenus. Ouais. Nous n'allons pas les écarter parce que notre pays en a besoin pour se développer. De toute façon, hein, Bestin Corvi, il a l'air d'être un démagogue. Mais 30 secondes pour parler de ce monsieur. C'est vrai qu'en 2016, j'ai été chez lui, à l'hôtel Sheraton, qui a été cassé. Et je ne sais pas comment il a fait. Il est resté dans la même chambre où Yahi Boni était resté. S'il se rappelle de moi, il va se rappeler certainement de cela. Et le jour-là, on a parlé, il avait un livre qu'il avait sorti. Et j'étais allé le voir. Et on était tous sociétaires de l'autre groupe de presse. Voilà. Et j'y étais. On a parlé, on a papoté. J'ai vu le monsieur réaliste. Voilà. Mais bon, n'avait pas. Mais aujourd'hui, je vous jure, ça je suis sincère. Et il y a 2 personnages dans la République aujourd'hui qui, comment dirais-je, qui m'épatent. Qui forcent votre admiration. Qui forcent mon admiration. Et il y a l'autre que vous connaissez correctement, c'est le président candidat Zanaï. Voilà. Voilà des gens... Ils ont l'air d'être démagogues. Oui, il y a des gens ce qu'ils disent. Qui semblent disent des choses. ne ressembler à rien du tout. Mais ils disent beaucoup de choses. Des choses vraies. Des choses pertinentes. Pour découvrir la véracité de ce qu'ils disent, il faut s'asseoir, se départir de toute courtisanerie, se départir de toute partisanerie et d'écouter silencieusement, religieusement le contenu de leur discours. C'est vrai qu'il y a 10%, 20% de démagogie, mais le reste, ça tient debout. Ça tient debout. Donc je voudrais qu'on fasse attention parce que des gens ont prédit des choses qui sont en train de se concrétiser. Et j'ai dit à mes amis de la politique, mouvance comme opposition, en votre sein,
attendez-vous. On va parler de l'opposition. Attendez-vous pour désigner les bons duos, sinon vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà, on va parler de... Comme j'ai suscité, où j'ai encouragé la candidature de Daniel Eda, pourquoi ne pas encourager la candidature de Bertin Kowi? De toute façon, il se propose comme dauphin de Patrice Talon. On verra bien. Il est candidat à la candidature. Voilà. On verra bien. Très rapidement, sur la levée de l'interdiction, on a eu quelques propos de Béninois qui en parlent. On va suivre. Le gouvernement et son chef sont à l'écoute des populations. Il faut rendre ça dans ce cadre-là. Parce que, d'abord, quand on prend la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Le président de la République a eu à prendre des mesures conservatoires pour que quand même ce qui est produit au Bénin soit consommé au Bénin. Mais si les coûts internes n'arrangent pas les producteurs, ils peuvent chercher à vendre leurs produits dans d'autres pays. La mesure a été levée. Nous saluons cette levée de mesures-là et demandons en même temps aux producteurs de ne pas voir que le libre cours est tracé et tout envoyé à l'étranger pour que localement nous sommes en manque de ces produits aussi. Quel qu'en soit ce que vous allez faire dans ce monde, et vu l'échéance, les gens sont libres de dire que c'est politique. Alors qu'en réalité, ça peut ne pas être de la politique. Nous ne sommes pas en campagne électorale quand même, pour qu'on donne des facilités du genre. C'est un cri de cœur pour les populations, pour les producteurs. Donc, laissons ces paramètres-là, applaudissons la décision, et si ça arrange d'autres personnes pour faire de la politique, tant mieux. Voilà, Nestor Abonamadegbe qui a mis les garde-fous, Landry Weton. Oui. Sur la question... Mais déjà, il y a une chose qui est claire. Oui. Ça rend les paysans plus libres pour vendre à qui ils veulent. Et plus riches. Et plus riches aussi. Et plus riches, au détriment, je le dis, au détriment des consommateurs que nous sommes. Non, mais les consommateurs n'ont qu'à prendre les Je dispositions. le dis, l'intervenant Nestor Abonamadegbe a dit quelque chose tout à l'heure qui pour moi est bien pertinente, c'est de ne pas laisser libre cours à ces paysans afin qu'ils exportent. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Non, écoutez. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Et on prend une mesure, mais on met les garde-fous pour pouvoir permettre à ce que... Parce que c'est d'abord pour le peuple béninois nous sommes dans le libéralisme que nous produisons. Même si on a été, sur ce plateau, on a été contre le fait qu'on interdise l'exportation de ces produits-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement a voulu ouvrir la brèche pour permettre à ces paysans de pouvoir exporter, qu'ils comprennent. Parce que le phénomène des choses... Lorsque vous allez, par exemple, dans les collines, moi je viens dans la région Savay, Glazoué, je vous dis que l'igname coûte encore plus cher à Glazoué qu'à Cotonou. Mais c'est normal, parce que tout est concentré vers Cotonou. Non, tout n'est pas concentré vers Cotonou. La plupart... Donc, il y a un système, c'est-à-dire que il y en a, ceux qui ont les grosses bourses, c'est-à-dire que de l'argent, c'est eux. Le champ est déjà acheté même avant qu'on le produise. C'est le système. Mais quand c'est comme ça, celui qui a Glazoué, qui veut s'acheter, on se dit, il y en a qui te disent, si tu vas là, amène-moi de l'igname. J'ai dit, mais allez à toi pas acheter de l'igname, c'est encore mieux pour vous. Parce que les tubercules qu'on te met là, c'est que tout vient. Et la population en souffre. Donc je crois, c'est une décision salvatrice. Je suis d'accord. Mais il faudra permettre à ce que... Oui, il y a un mais. Il faudra permettre à ce que la population puisse vraiment vivre de ces produits vivriers. Parce que lorsque vous voyez un peu tout ce qui rentre dans le Nigeria et tout ce qui va au Burkina et tout ce qui va à Lomé, dans la région de Pékété, tout ça là, et Djougou, ça a toujours été comme ça. Oui, mais c'est peut-être parce que ça a été toujours comme ça que le gouvernement a décidé qu'on n'exporte plus. Mais il y avait les boutiques tampons, Landry Weton. Hier, aujourd'hui, il n'y a plus de boutiques témoins. Très rapidement, Moïse Soudé. Oui, quel que soit ce qu'on dira, c'est pour le bonheur des paysans. Ils vont faire les affaires. C'est au plus offrant. C'est au plus offrant parce que tout ce qu'ils ont perdu entre-temps,
ils vont chercher à rentabiliser. Donc, c'est aux plus offrants qui vont vendre leurs produits. Mais je voudrais leur rappeler qu'il faut d'abord nourrir. Prioriser le marché intérieur. Oui, le marché intérieur, parce qu'il faut qu'on puisse consommer cela avant d'envoyer ça à l'extérieur. On ne peut pas manquer de ces produits vivriers et qu'on va leur permettre. Mais deuxième chose, oh là là, que les gens sont intelligents. Ça, c'est un bon timing politique. Les gens peuvent dire que je raconte des conneries, j'imagine. C'est un bon timing politique. Parce que c'était déjà, ça allait servir de thème de campagne pour des gens. Ils vont vous dire, vous utilisez ça en 2026, vous dites, mais vous les avez amenés, ils vous ont privé de vos produits. On vient de désamorcer un thème de campagne. On vient de désamorcer un thème de campagne. L'opposition vient de perdre un argument. En tout cas, on vient de désamorcer un thème de campagne parce que le timing a été bien choisi. Les paysans auront la possibilité de vendre leurs produits et de préparer la rentrée scolaire 2025-2026 de leurs enfants. Parce que vous savez très bien que les paysans, quand ils vendent leurs produits, leurs enfants profitent pour se marier. On profite pour préparer la rentrée scolaire des enfants. Donc déjà, on leur permet de tirer une partie de leur colère vis-à-vis du gouvernement et on a désamorcé un thème de campagne peut-être d'un candidat quelconque. Voilà, cette émission tire à sa fin. Landry Ouetton, votre mot de fin. Merci bien, Valentin Bocha, merci Alphonse Moïse Soulé, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je voudrais rappeler mon cri. Votre coup de gueule, hein, votre coup de gueule. Mon cri de cœur, je le dis comme ça, que le ministère des Transports puisse, j'ai tout à l'heure tagué le ministre Ayadi, mais je crois que c'est plutôt le ministre Tonato. Tonato, oui, c'est lui qui cumule tout ça. Encore que le ministre Ayadi aussi est concerné parce que ces camions dégradent les routes qui sont fabriquées à coût de milliards. Donc que l'on puisse regarder parce que lorsque vous voyez un peu le spectacle, ce n'est pas possible ce qui s'observe que l'on puisse agir de ce côté-là pour que des vies puissent continuer à servir cette République-là. Et un autre sujet sur lequel je souhaitais qu'on vienne, sur lequel je voudrais qu'on débatte peut-être la semaine prochaine, ce sont les examens de fin d'année. Voilà. Les résultats, pourquoi aujourd'hui nos enfants, dans le littoral, dans l'Ouémé, Plateau et dans l'Atlantique, ne sont plus réellement au top niveau. Et c'est le Zou, Colline, Donga, ceux-là qui prennent aujourd'hui de l'âge. Je crois que c'est une question essentielle. On va y revenir et je pense qu'on est en train de faire des démarches vis-à-vis du ministre Salimane Karim. Par la grâce de Dieu, on aura des réponses de ce côté-là. Il serait bien qu'il y ait un acteur du ministère de l'enseignement maternel et primaire sur ce plateau pour pouvoir nous en parler parce que là, les préoccupations de Landry sont profondes. Moïse Soudé. Oui, monsieur le commissaire du commissariat de Dantokba, rendez-nous la circulation fluide à partir du carrefour Sojima jusqu'à Carrefour Ciné Concorde. Demandez au Topatakwa parce que vous voyez ce qui se... Si vous voulez vous-même, à l'instant, restez au Carrefour. Là, il y a le poste de police là. Ce qui se passe, c'est dangereux. Je pense qu'on va envoyer une équipe là tout à l'heure pour filmer. Ce que les gens conduisent là, s'arrêter en pleine circulation à la recherche de clients, rendez-nous service. Parce que quand il ne faut pas attendre qu'il y ait un mort d'homme, qu'il y ait danger avant de dire. Nous, on constate ça parce que c'est une voie qu'on emprunte régulièrement. Donc, il faudrait que les syndicats des conducteurs de Topatakwa aussi s'organisent pour que leurs conducteurs soient polis et soient courtois volants. Voilà, on pense que tout ça a été dit pour le bonheur de la République. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour cette émission. Merci d'avoir suivi et restez câblés Speedline TV. Le meilleur reste toujours à venir. Nous espérons avoir satisfait vos préoccupations. Nous espérons également avoir jeté un peu de l'eau chaude par endroit pour pouvoir amener les gens à se décider à prendre des décisions. Nous disons félicitations aux acteurs, aux producteurs locaux qui, avec l'aide du gouvernement, ont pu s'en sortir parce que cette décision de lever, n'est-ce pas, des restrictions apporte certainement un ouf de soulagement à tout ce beau monde. Nous espérons aussi que ça va s'étendre à d'autres produits comme le soja et autres qui ont toujours été bloqués dans certains magasins par certains producteurs qui attendent toujours que les choses s'améliorent pour liquider leurs produits. Merci à chacun et à tous. Et merci au gouvernement d'avoir entendu ce cri de cœur des producteurs. On espère que cela va s'étendre à d'autres produits pour le bonheur du peuple béninois. Nous disons bienvenue aux Brésiliens qui sont en train de fouler nos sols. On espère que la diplomatie offensive lancée par le chef de l'État va porter beaucoup de fruits en matière d'économie dans notre pays. Bienvenue donc à vous les Brésiliens, à vous les afro-descendants, nos fils et filles qui sont allés de l'autre côté. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Gardez votre position d'écoute.
pour d'autres émissions plus intéressantes.